Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 200e site rep sur la Syrie et sur la Palestine, bien sûr en compagnie d'Aïssar Midani, mais aujourd'hui également en compagnie de Majed Nemeh. Majed, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation spéciale pour ce 200e site rep. C'est vrai que c'était quelque chose pour lequel on voulait marquer le coup avec Aïssar. Aïssar, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi d'inviter Majed aujourd'hui? Bonjour, bonjour à tous les internautes, bonjour à toi, Raphaël, et bonjour à Majed qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Pourquoi je voulais l'inviter? Parce que Majed est un ami spécial. Il est aussi rédacteur en chef d'Africasie. Il nous relaye depuis un certain temps aussi. Il relaye tous les sites rep dans sa revue. C'est une revue de résistance qui dit les choses aussi telles qu'elles sont, sans détour. Et puis, donc, c'est un petit peu à l'image de notre manière de voir les choses au niveau mondial et au niveau politique, c'est-à-dire la franchise et la vérité à tout le monde. Donc, voilà. On peut rappeler aussi que Africasie, c'est... Pardon. Africasie, c'est une véritable institution, hein. C'est vrai que le magazine a été vendu en kiosque pendant très très longtemps. Le site internet existe toujours. Et Majed, tu nous disais tout à l'heure qu'il est possible que dans les semaines, dans les mois ou dans les 2 ans qui viennent, le magazine recommence à paraître. Oui, on a déjà publié 2 numéros et sous un autre titre. Bon, c'est 2A Magazine, c'est-à-dire A2A, c'est Africasie, 2A Magazine, la voix des non-alignés. Donc c'est toujours le même combat. Avant, on était contre un journal qui dénonce la colonisation, pour la décolonisation. Apparemment, au jour d'aujourd'hui, le problème persiste, avoir la Palestine, avoir le Sahara occidental, et maintenant la Syrie avec l'invasion israélienne de ce qui reste du Golan. Voilà, c'est-à-dire le problème colonial est, est toujours là. Et même, et puis la lutte contre le colonialisme, c'est aussi, ça a pris une autre allure avec la domination, l'hégémonie financière, l'utilisation excessive des sanctions, entre guillemets. Finalement, ce sont des crimes contre l'humanité parce que les sanctions, ça touche les gens ordinaires, les enfants, les femmes, ça les affame, ça les tue. Le blocus contre l'Irak a tué à peu près 1,5 million d'Irakiens qui n'ont jamais porté les armes. Et en Syrie aussi, c'est le blocus qui finalement a été à l'origine de tous les malheurs du peuple syrien. C'est-à-dire, c'est désagréger la société syrienne, la condamner à la misère, et en plus de l'occupation physique des forces américaines, des forces turques, sans oublier la multitude d'organisations terroristes qui ont finalement réussi, avec le soutien de la CIA, des États-Unis, de la Turquie et de certaines monarchies du Golfe, finalement à prendre le pouvoir. Donc, il est toujours le même, avec des formes différentes, mais c'est-à-dire il faut lutter contre l'hégémonie, la colonisation, et puis l'injustice et la marginalisation des peuples. C'était pour la souveraineté des peuples. C'est ça le plus important pour nous. Aïssar, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais ajouter aussi contre les sanctions unilatérales là, qui sont appliquées par les États-Unis à tous les peuples, qui ne sont rien d'autre
qu'une arme de destruction massive des sociétés d'une part, et d'autre part, qui provoque un génocide à petit feu, en fait, à long terme pour toutes les sociétés. Et justement, à juste titre, Majed a rappelé qu'en Irak, ça a été 1,5 million de morts, déjà de faim et de soif, etc. Je voudrais rappeler qu'on est en Palestine, à Gaza aussi, à 61 000 personnes et plus, en fait, plus de 61 000 personnes de morts, de blessés et de morts. En fait, si on ajoute blessés et morts, on en est à plus de 200 000 selon l'ANSET, en fait, hein, qui non seulement dit il ajoute en fait l'ensemble des blessés et des morts. Des morts indirectes. Et des morts indirectes, mais aussi des gens qui sont sous les décombres. C'est estimé après plus de 200 000 personnes. Donc tout ceci avec des bombardements, avec des prétentions de porter la démocratie et des prétentions mais là, de colonisation et de recolonisation. On voit aussi fleurir des propos coloniaux, même en France, en fait, des propos qui visent et qui sont des nostalgiques de la colonisation, qui fleurissent contre l'Algérie et qui fleurissent contre tous les pays qui défendent leur souveraineté, contre les pays africains. On a vu comment, d'ailleurs, en France, le pouvoir en France reçoit et défend les responsables israéliens qui continuent à fournir des armes aux Israéliens aussi pendant ce génocide perpétré à Gaza depuis maintenant 15 mois, 16 mois. Et donc, sans parler des autres, et puis maintenant le génocide qui s'étale et qui s'étend à la Cisjordanie et au Liban, à la Syrie. En fait, donc c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir appeler les choses par leur nom et de pouvoir citer les vrais criminels et les vrais criminels de guerre et les vrais terroristes, hein, au lieu de ce qu'ils distribuent comme titres. Ce sont eux qui distribuent les titres de terroristes, etc. Donc, pour moi, c'est très important et c'est très important d'ailleurs de dire que tous ces pays occidentaux qui prétendent la liberté, à la démocratie, etc., ils ont soutenu le régime qui est venu en Syrie porté par les terroristes, hein, et qui a détruit pratiquement l'État syrien. Et puis là, on a propulsé à la tête du pays un terroriste qui était de Daesh et qui était donc Abu al-Golani, qui était pas seulement un des chefs de Al-Qaïda, et il était aussi responsable de la tuerie de nombreuses personnes. Et puis, il était aussi à la tête de cette invasion, je dirais, de la Syrie depuis 2011, en fait, pour déstabiliser la Syrie, déstabiliser son économie, affamer les gens. Et tout ça, ça a été suivi d'un blocus américain aussi, appelé sanctions, un blocus de tous les États occidentaux qui ont fait que finalement, ils ont fini par avoir raison du pouvoir syrien et du gouvernement légitime syrien et du pouvoir syrien qu'ils disaient non fréquentables, etc. Et maintenant, on les voit tous fréquenter le terroriste qui est à la tête de l'État syrien, donc Daesh en fait, Hayat Tahrir al-Sham, qui n'est rien d'autre qu'un Nusra, qui, je rappelle, a été qualifié par Laurent Fabius comme faisant du bon boulot, n'est-ce pas? Donc, et qui ont été soutenus par la France et soutenus par les États-Unis, soutenus par tous les pays occidentaux de l'OTAN. Pourquoi? Parce que le président syrien
n'a pas plié et n'a pas accepté les diktats américains et les diktats occidentaux. Alors je vous propose qu'on regarde tout de suite le petit zapping que j'ai préparé pour cette émission. Voilà, sans transition, c'est parti. Je m'entretiendrai avec le général Al-Sisi demain dans la journée. J'aimerais que l'Égypte prenne des gens et j'aimerais que la Jordanie prenne aussi des gens. Il s'agit d'1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Vous savez, au fil des siècles, il y a eu de très nombreux conflits. Et je ne sais pas, il faut que quelque chose se passe. C'est littéralement un site de démolition. Presque tout est démoli et des gens y meurent. Donc je préférerais m'impliquer auprès de certains pays arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourront peut-être vivre en paix pour une fois. نحن سمعنا انه ترامب بده يهجرنا على دول خارجيه طبعا وباتفاق مع بعض الدول العربيه. طبعا هذا الكلام يعني استحاله الناس اصلا ترضى فيه الا ضعوف الانفس طبعا ممكن يعني بدهم يسافروا لانه من كثر العذاب اللي شافوه. اما انه احنا نطلع من بلدنا ونتركها لليهود هذا استحاله من رابع المستحيلات. عم نقول لترامب ونقول للعالم كله احنا فلسطين غزه فهمت كيف؟ لا بنسيبها ولا بنطلع منها لو ايش ما صار، احنا في غزه باقون باذن الله، احنا لا بنسيب غزه ولا بنطلع من فلسطين بعون الله، ايش ما يحكي ترامب وايش ما تحكي كل العالم. ترامب بيحلم ونتنياهو بيحلم في الصفقه هذه لكن في حياتنا ما حسين. شعبنا احنا شعب صامت. De retour à la Maison-Blanche, depuis 2 semaines, Donald Trump menace les 3 principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le Canada, le Mexique et la Chine. L'objectif affiché par le milliardaire, limiter le déficit commercial avec ces pays, mais aussi les faire plier sur les dossiers de l'immigration et du trafic de fentanyl. Le Canada, le Mexique et la Chine, qui comme je l'ai dit seront frappés d'un droit de douane de 10% par le président Trump, ont tous permis aux drogues illégales d'entrer en Amérique. Donald Trump a déjà déclaré que la surtaxe de 10% sur les importations chinoises s'ajouterait aux droits de douane déjà appliqués. Le président a également menacé l'Europe. Est-ce que je vais imposer des droits de douane à l'Union européenne? Vous voulez la vraie réponse ou la réponse diplomatique? Absolument. L'Union européenne nous a très maltraités. Quel est concrètement, Siavosh, le message que les autorités iraniennes cherchent à envoyer ? Alors, le missile qui a été montré aujourd'hui est un missile qui a une portée de 1700 km, capable d'atteindre Israël ou les bases américaines dans la région. La base qui a été montrée hier est une très grande base donc souterraine le long du golfe Persique. C'est la 3e base souterraine qui est montrée par les forces armées iraniennes depuis maintenant 1 mois ou 40 jours. Donc c'est une manière pour Téhéran de montrer sa force, alors que le président américain est arrivé au pouvoir il y a moins de 2 semaines et que le président et que le premier ministre israélien donc doit se rendre à Washington pour rencontrer le président américain. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en route pour Washington. Il doit se rendre ce mardi à la Maison-Blanche et deviendra ainsi le premier dirigeant étranger à le faire depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. Benjamin Netanyahou a déclaré que les 2 hommes discuteraient de la victoire sur le Hamas, de la lutte contre l'Iran et de l'élargissement des relations diplomatiques avec les pays arabes. Voilà donc quelques images, à commencer par la libération des otages et des prisonniers à Gaza et
Et pour finir, donc tes propos de Trump concernant donc, la visite de Netanyahou, très prochaine, qui a commencé, on peut dire, aux États-Unis. Donc la première visite d'un chef d'État officiel étranger après la prise de fonction de Donald Trump. Est-ce que tu voulais réagir à ces images, Majed ? Écoutez, d'abord, ces images sont la démonstration qu'Israël et ses soutiens ont perdu leur pari. C'est-à-dire, ils voulaient libérer les otages dans les combats sans passer par des négociations avec la résistance. Finalement, ils ont été obligés d'accepter de négocier et de les libérer contre les prisonniers palestiniens. Et d'ailleurs, l'image, malheureusement, on ne les voit pas beaucoup, ces images. Parmi les prisonniers palestiniens, il y avait beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, on le rappelait rapidement, mais on ne montre pas des photos. Une trentaine d'enfants qui n'ont même pas été jugés, qui subissaient ce qu'on appelait la détention administrative. C'est-à-dire qu'on peut les garder 6 mois, prolongeable à l'infini. Et cette loi de la détention administrative a été justement héritée du colonialisme britannique. C'est ce que les Britanniques entre les 2 guerres en Palestine. D'abord, c'est un échec de la machine de guerre ou de la machine à génocider, à tuer israélienne. Et finalement, ils ont été obligés de les libérer contre la libération des résistants palestiniens. Et finalement, et puis on a vu la différence entre les témoignages des prisonniers libérés qui déclaraient qu'ils ont été torturés non seulement avant leur libération, mais même dans les bus qui les ramenaient à la liberté en Cisjordanie. Et ça, c'est les médias occidentaux n'ont pas soufflé un mot. Il faut vraiment bien chercher dans les télés arabes ou ailleurs pour voir ces informations. Ensuite, Israël finalement a été obligé de se retirer. C'est-à-dire, selon l'accord, elle doit retirer ses forces. Elle a autorisé aussi la population déplacée de Gaza du nord vers le sud à regagner les ruines de leur maison. C'est ce que Israël ne voulait pas, absolument pas. C'était l'un des objectifs de guerre, c'est-à-dire vider le nord de Gaza de ses habitants pour implanter de nouvelles colonies comme avant 1995, à 2005, quand Sharon, le bourreau de Gaza, a été obligé de se retirer et de démanteler les dizaines de colonies dans cette bande de Gaza. Donc voilà, et puis l'un des objectifs de la guerre, c'était d'en finir, d'éradiquer totalement le Hamas et la résistance palestinienne. Et finalement, on les voit en chair et en os et en nombre, super armés qui libéraient les otages avec politesse, avec humanisme et tout ça. Donc c'est un coup sévère pour l'image d'Israël. D'ailleurs, je n'arrête pas de dire que l'un des résultats, l'une des conséquences de cette guerre, ça a été que Israël a perdu la guerre de l'image sur le plan planétaire. Vous voyez ? C'est-à-dire maintenant, quand les Israéliens invoquaient Shoah, le génocide nazi, les gens ne peuvent pas s'empêcher de faire le parallèle avec ce que font des prétendus rescapés du génocide nazi avec les Palestiniens. C'est-à-dire, comme vient de le rappeler Aïssar, 61 000 morts palestiniens pour la majorité des enfants et des femmes et des vieillards, et 160 à 200 000 blessés, oui, avec la destruction des hôpitaux, des écoles. Et au jour d'aujourd'hui, l'UNRWA qui soutenait
les réfugiés palestiniens depuis 1948 avec la première Nakba, la première catastrophe, vient d'être interdite de travailler en Israël, avec le soutien plus ou moins tacite des pays occidentaux, ceux qui n'arrêtent pas de donner des leçons de morale, de droits de l'homme, de démocratie à la planète entière. Maintenant, on voit que ce sont des pays qui soutiennent le génocide, et même on a vu la nouvelle administration Trump menacer la Cour pénale internationale de poursuites pénales si jamais elle enquête sur des pays amis des États-Unis. Voilà, il y a beaucoup de choses qui inspirent cette libération, mais la chose la plus évidente, c'est la faillite stratégique du projet colonial israélien. C'est aucun Palestinien qui a quitté le territoire de Gaza, aucun, parce que l'objectif était de le pousser à quitter vers le Sinaï. Donc, heureusement que l'Égypte n'a pas accepté, et puis les Palestiniens n'ont pas quitté non plus, ils s'attachaient même à vivre avec des tentes à côté des ruines de leur maison, plutôt que de quitter ce pays. Alors j'ai une question assez précise à Issar concernant ce qu'avait commencé Trump pendant son premier mandat, c'est quand même les accords d'Abraham notamment. Il avait déplacé l'ambassade de Tel Aviv, l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il avait reconnu le Golan comme étant un territoire israélien, mais surtout il avait procédé aux accords. Il avait c'est sous son égide qu'ont été signés les accords d'Abraham avec un certain nombre de pays, mais notablement il n'y avait pas l'Arabie Saoudite. Ma question c'est, est-ce que le 7 octobre va mettre un coup d'arrêt à cette reconnaissance qui était en cours, ou est-ce que finalement Mohamed Ben Salman, finalement la cause palestinienne, il s'en fiche un peu, lui il regarde plutôt les équilibres de puissance avec la Russie, la Chine et ses intérêts à lui, plutôt que finalement, est-ce qu'il se soucie vraiment de ce que pense la rue arabe? Est-ce que la rue arabe a vraiment une influence sur ces décisions politiques? Issar d'abord et puis après Majed. Pour l'instant, il est important quand même de voir que Trump continue le projet de déplacer les Palestiniens. Et il a proposé effectivement que les Palestiniens de Gaza soient déplacés vers le Sinaï et ceux de Cisjordanie vers la Jordanie. La réaction a été très importante en fait de la part pas seulement des Palestiniens, bien sûr, qui refusent absolument tout cela, mais aussi de tous les pays en fait concernés, puisque hier il y a eu une réunion au Caire en fait entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Égypte et puis la Jordanie qui étaient là, mais aussi le Qatar qui est l'intermédiaire en fait dans les négociations. Et donc, l'ensemble et aussi l'autorité palestinienne. Tous ont refusé complètement les déplacements des Palestiniens, de refuser. Les Palestiniens doivent rester en Palestine, c'est leur pays et ils doivent y rester. Il y a eu même des manifestations en Égypte contre le déplacement des Palestiniens, des manifestations en Jordanie populaires importantes, en Jordanie contre le déplacement des Palestiniens aussi. Et en même temps, d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, sa position n'a pas changé, ils accepteront effectivement les accords qu'on appelle d'Abraham lorsque l'État palestinien existera. Et donc, c'est une position qui est importante. Il est quand même important de noter que les accords d'Oslo qui ont été signés dès 1995 et qui stipulaient déjà la présence, où les Palestiniens et l'autorité palestinienne ont accepté qu'il y ait la solution à deux États et ils ont accepté qu'Israël puisse exister sur une bonne partie du territoire palestinien.
et qu'il faut savoir aussi que depuis la création de l'État d'Israël, il était question de 2 États que les Israéliens n'ont jamais appliqués. Et donc tout cela est très important et à mon avis, il est important quand même que l'ensemble des pays en tiennent compte. Il faut savoir aussi qu'il y a des centaines de décisions de l'ONU qui n'ont jamais été appliquées par Israël, bon, donc quant à l'État palestinien, mais aussi par rapport aux droits des Palestiniens et par rapport à beaucoup de choses qui n'ont jamais été appliquées et le retrait des Israéliens et le blocage de la colonisation qui n'a fait que s'accélérer d'ailleurs. Et donc, tout cela, il est important de le voir et il est important d'en tenir compte. Et je pense que ça n'aboutira pas, en fait, à un déplacement. De toute façon, ils vont, encore une fois, les Israéliens vont être obligés de respecter un certain nombre de choses. De toute façon, même s'ils ne le respectent pas par la paix, ils le respecteront par la force. Majed, sur la position de l'Arabie Saoudite par rapport à la cause palestinienne? Écoutez, comme vient de dire Aïssa, l'Arabie Saoudite n'a pas changé de position. Ça, c'est étonnant quand même, parce que l'Arabie Saoudite a des relations très importantes avec l'Occident, avec les États-Unis, et elle n'a pas rejoint l'alliance Abraham, parce que n'oublions pas que l'Arabie Saoudite, depuis 2002, est à l'origine de l'initiative de paix arabe, c'est-à-dire le retrait de tous les territoires arabes occupés, en contrepartie la normalisation. Israël a refusé cette résolution, bien que tous les pays arabes en 2002 avaient adopté ce plan, y compris l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie, tous les pays sans exception avaient accepté ce projet. Donc apparemment l'Arabie Saoudite n'a pas changé. Plutôt que même elle a pris des mesures quand même anti-américaines en douce, c'est-à-dire elle a mis fin au pétrodollar qui a été signé en 1974, comme quoi, c'est-à-dire ces accords stipulaient que toutes les ventes, toutes les transactions pétrolières devaient se faire en dollars. Donc ensuite, elle s'est réconciliée avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Elle est entrée en trêve avec le Yémen, qui était considéré comme l'allié de l'Iran. Voilà, maintenant, à mon avis, Trump doit changer de posture, malgré ses déclarations provocatrices. Quand le prince héritier avait déclaré que l'Arabie Saoudite avait l'intention de faire 600 milliards d'investissements dans l'économie américaine, Trump avait surenchéri en disant non, il faut 1000 milliards. Donc, bon, maintenant, on va voir le résultat. C'est-à-dire, déjà, il a eu une fin de non-recevoir de la part de l'Égypte et de la Jordanie à propos des transferts des Palestiniens. Donc, on n'a pas vu sa réaction, mais finalement, il va comprendre qu'il n'est pas chez lui au Proche-Orient, bien qu'il a des alliés, des supplétifs et tout ça. Même ces supplétifs refusent les ordres qu'il vient d'intimer, comme quoi il faut transférer les Palestiniens ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il se prononce de cette manière provocatrice. N'oublions pas qu'il avait souvent dit qu'Israël est trop petit, donc il faut qu'il gagne un peu plus de territoire. Et ce à quoi le ministre iranien des Affaires étrangères lui a dit, mais moi je peux vous proposer une autre solution, c'est de transférer les 6 millions d'Israéliens
à l'île de Groenland. Il y a beaucoup d'espace là-bas. Vous pouvez les installer là-bas. Donc, à mon avis, c'est mal parti. Et devant ce refus général, il sera amené à changer de posture. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que on n'entend pas beaucoup ces temps-ci parler de l'Iran, qui était considéré par Netanyahou comme l'ennemi à abattre. Et il y a même des rumeurs comme quoi il y a des négociations qui se font maintenant avec les Iraniens pour un nouvel accord sur le nucléaire. Donc, mais dans tout cela, c'est le grand perdant sera certainement Netanyahou. C'est parce qu'on sait très bien que Trump n'a pas pardonné à Netanyahou le fait qu'il s'était précipité en 2020 à féliciter Biden pour son élection à la présidence de la République. Et il a eu même des mots très vulgaires quand on lui a demandé sur Fox News, je pense, que pensez-vous de Netanyahou? Et la seule réaction était fuck him. Donc, c'est quelqu'un qui n'oublie pas, et je pense qu'il fera payer Netanyahou tôt ou tard sa trahison, entre guillemets. Alors, par rapport au transfert de population de Gaza vers des pays étrangers, c'est étonnant parce qu'en préparant une émission sur le Congo et sur le Rwanda, je suis retombé sur une photo où on voyait donc Netanyahou serrer la main au président, au chef d'État, au dictateur du Rwanda qui s'appelle Paul Kagame, qui est au pouvoir depuis 25 ans là-bas. Et il y a un an déjà, il y avait donc un accord, le Rwanda avait donné son accord pour accueillir d'hypothétiques Gazaouis qui voudraient venir s'installer au Rwanda. Il y avait la même chose au Tchad. Pas seulement Gazaouis, même les immigrés clandestins de Grande-Bretagne. Il y a eu un accord avec le Rwanda, comme quoi le Rwanda est prêt à les accueillir. Finalement, cet accord, il y a eu 50 émigrés en tout et pour tout qui ont été installés au Rwanda. Tout ça, c'était pour amuser la galerie. Finalement, quand même, la réalité, personne n'accepterait de cautionner un transfert, transfert de population digne des nazis. Et finalement, la seule solution, c'est de revenir aux résolutions des Nations Unies, la création d'un État palestinien indépendant et souverain. C'est ce que les Israéliens, et surtout la droite israélienne, ne veut accepter en aucune manière. Et de toutes les façons, si Israël refuse toujours la solution de deux États, qui est en sa faveur, ça c'est pour beaucoup de nationalistes arabes, c'est une trahison, parce que quand même, vous cédez 80% du territoire historique de la Palestine contre la création de l'État palestinien, et maintenant on voit que 40% de ce territoire, de ces 20% du territoire palestinien, sont gangrenés par la colonisation israélienne. Donc, soit vous créez deux États, soit ce sera le transfert, ce que personne ne peut accepter au XXIe siècle, soit vous acceptez la solution d'un État unique, unifié, démocratique. C'est ce que le Fatah avait proposé dans les années 70 que les Israéliens avaient refusé, c'est-à-dire un État unique, démocratique et laïque. Les Israéliens, plutôt que d'accepter telle solution, ont requalifié constitutionnellement Israël d'État juif, donc un État, ce qui veut dire que ce n'est plus une démocratie, c'est un État d'apartheid et de ségrégation raciale. Donc, jusqu'à quand Israël peut résister? N'oublions pas que le 7 octobre,
C'est ça la grande signification du 7 octobre. Le déluge de l'Aqsa a démontré la vulnérabilité du projet colonial israélien, qu'une minorité de Gazaouis ont pu sortir de leur prison à ciel ouvert et démontrer aussi que sans le soutien de l'Occident collectif, et en particulier des États-Unis, Israël n'a aucune chance de survivre. En plus, comme je viens de le mentionner, Israël a perdu la guerre de l'image. Elle trompait la planète entière avec nous sommes les héritiers de l'Holocauste, et maintenant toute la jeunesse qui découvre que quand même ces héritiers de l'Holocauste sont en train d'imiter leurs bourreaux nazis, avec l'image à l'appui. Et je me rappelle que l'ancien ambassadeur israélien à Paris, qui était aussi un historien, il se plaignait, il dit « Quand je parle aux jeunes de la Shoah, on me répond immédiatement « Et Gaza ?» Voilà, donc c'est un aveu de défaite idéologique, historique, militaire et humaine. Si on ajoute à cela le tribunal de justice internationale, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, finalement, c'est sans la protection, le parapluie occidental, Israël n'a aucune chance de survivre. Et je voudrais noter un article très important paru il y a quelques jours dans Le Monde, qui signale une émigration qui se produit en silence, mais à peu près 100 000 Israéliens ont quitté en silence ce paradis, cette terre promise aux sionistes qui émigrent en Palestine. Maintenant, on assiste à une contre-émigration, et je pense qu'avec le cessez-le-feu, s'il perdure, si Netanyahou l'accepte, je pense que ce mouvement va s'amplifier, surtout que la plupart des Israéliens, ils ont un ou deux ou trois passeports où ils peuvent quitter ou s'installer dans les pays qu'ils avaient quittés pour rejoindre le projet sioniste. Donc il faut analyser ce phénomène à froid, et c'est ce qui justifie le titre de votre émission, c'est-à-dire une défaite stratégique dans tous les sens du mot. Alors, Aïssar, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette visite de Netanyahou à Trump? C'est la première visite d'un chef d'État officiel depuis la réélection de Trump. Trump, malgré peut-être sa détestation sur le plan personnel de Netanyahou, on ne peut pas nier non plus qu'il partage l'idéal sioniste. Peut-être c'est lui-même un chrétien plus ou moins évangéliste. Est-ce qu'il est... on le voit mal on voit mal les États-Unis cesser ces livraisons d'armes très importantes à Israël sous l'impulsion de Donald Trump. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, mais de toute façon, Trump, il soutient Israël, effectivement, mais il faudra aussi, en fait, en complément de ce que Majed a dit, il faut voir quand même la grande fissure et le grand schisme au sein de l'administration israélienne, et qui fait que de toute façon aujourd'hui il n'y a absolument aucune crédibilité pour n'importe quel dirigeant. Netanyahou n'est plus crédible pour la population d'Israël, malgré le fait qu'il va chercher sa crédibilité aux États-Unis et il va chercher des alliances auprès de Trump. Trump lui-même, de toute façon, a bien dit que de toute façon, il ne veut pas de guerre dans les régions. Donc, et Netanyahou est vraiment un fauteur de guerre, et il voudrait prolonger pas seulement les guerres, il voudrait aussi aggraver la situation de manière à mener la guerre, à amener les États-Unis à mener une guerre contre l'Iran, en fait. Et donc la situation, en fait, les derniers
ce que l'Iran montre, et comme Majed l'a dit d'ailleurs, en fait, non seulement son état de force, et puis hier même, elle a révélé la présence d'un certain nombre de bases souterraines, balistiques, etc. Donc, c'est très dissuasif par rapport à tous les pays qui veulent lui faire la guerre, hein, les États-Unis éventuellement. Mais d'un autre côté, on voit que Trump, il ne veut pas aller dans ce sens, dans le sens de la guerre, puisque il y a effectivement peut-être des discussions pour reprendre l'accord sur le nucléaire. Mais d'un autre côté, il est clair aussi que en fait, Trump ne veut pas cautionner, ne veut pas financer des guerres. Et puis, on vient de voir aussi par Elon Musk qui a arrêté aussi le financement de USAID, qui est une organisation créée par la CIA qui finance toutes les révolutions de couleur dans tous les pays du monde, et qui a financé le terrorisme, qui a été dénoncé par les chefs une responsable américaine en fait qui disait que de toute façon elle est complètement irritée du fait que le gouvernement Biden a collaboré et armé et que les démocrates ont collaboré et armé les terroristes au Moyen-Orient, qu'ils étaient aussi de connivence pour la destruction de l'État syrien et pour la chute du gouvernement légitime de Bachar al-Assad. Donc, en fait, ces choses qui se passent montrent quand même qu'il y a une volonté d'un chemin différent ou d'un style différent dans la politique américaine, qui est plus axé sur la politique, sur les investissements, sur aussi la reconstruction des États-Unis. Et Trump l'a dit à plusieurs reprises. Donc, c'est pas un repli si, c'est une sorte de repli sur l'économie américaine qui est complètement désuète aussi et où il y a énormément de problèmes. Donc, on a vu même d'ailleurs au niveau des incendies de Los Angeles, l'incapacité à les éteindre parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait au niveau de l'État, puisque le Parti démocrate, on peut dire, ils avaient tout investi aussi avec l'État profond ou avec la CIA. Ils ont tout investi pour des guerres à l'extérieur et ils ont laissé tomber le bien-être, entre guillemets, du citoyen américain. Et en fait, le sigle ou la devise actuelle de Trump, qui est rebâtissons la grandeur des États-Unis, mais c'est aussi pour l'amélioration aussi du niveau de vie, de l'infrastructure, etc. Donc, en fait, il y a toujours un choix qui est beaucoup plus important pour les investissements, qui est des investissements à l'intérieur plutôt que des investissements à l'extérieur pour des guerres extérieures qu'ils sont en train de perdre. Il faut dire quand même que depuis toujours, les Américains sont en train de créer des guerres partout et qu'ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre au Vietnam, ils ont perdu la guerre en Afghanistan, ils ont perdu la guerre en Irak, ils ont perdu... Et rien ne peut faire face à la résistance des peuples. De toute façon, même si ils perdent sur le moment, et ça dure quelques années, mais la résistance reprend le dessus, la résistance existe, et elle libère son pays et elle se débarrasse des occupants. Et en fait, elle devient et ça devient beaucoup plus difficile aussi de reconstruire des rapports d'égal à égal et puis de développement commun. Or, maintenant, avec la présence de la Chine et la présence de la Russie, la présence des États des BRICS aussi, qui sont en train, non pas
de lutter contre les Américains, mais qui se débarrassent quand même du dollar en tant que monnaie d'échange, qui aussi représente à eux seuls, en fait, je dirais, au niveau des BRICS, plus de 50% de l'économie mondiale. De toute façon, Trump, qui est un pragmatique, il ne peut pas faire il ne peut pas faire abstraction de tout ça et mener une politique guerrière à tous azimuts, à mon avis. À propos du discours de Naïm Kassem, est-ce que l'un de vous deux veut réagir? Parce qu'il a fait un discours relativement important, là. Je crois que c'était hier. Écoutez, c'est le régime, c'est un discours de raison. C'est-à-dire, on est toujours là, on représente une force avec laquelle il faut compter, mais on laisse à l'armée et à l'État libanais la responsabilité de protéger les citoyens libanais. Parce que n'oublions pas que la résistance libanaise, le Hezbollah surtout, était critiquée par l'extrême droite libanaise. Maintenant, il le dit, voilà, vous voulez défendre la souveraineté, vous vous présentez comme des souverainistes. Allez, la souveraineté libanaise, elle est violée tous les jours et on ne voit pas, vous ne criez pas à la trahison. Maintenant, nous, on est dans la perspective, on laisse le temps à l'armée libanaise et au nouveau gouvernement libanais d'agir, d'appliquer l'accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire le retour à la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Mais si Israël va continuer à violer cette résolution et à détruire des maisons, à attaquer des villages au-delà de Litanie, bon, nous, on prendra notre décision. Mais jusqu'à maintenant, la balle est entre les mains de la FINUL, de l'armée libanaise, d'Israël et de ceux qui avaient patronné cet accord. Voilà, mais entre-temps, il avait annoncé l'organisation dans 2 semaines des funérailles du dirigeant de la résistance, Hassan Nasrallah, et de son successeur. Donc c'était un discours de raison et de modération, mais aussi de détermination à rester disponible au cas où le devoir de résistance les rappelle de nouveau. Surtout que quand même il y a actuellement au moins 100 000 combattants du Hezbollah qui ont des armes, qui sont prêts, mais la décision politique, c'est de faire la trêve et de voir si Israël va appliquer ses engagements. Moi, je doute qu'avec un gouvernement actuel israélien, que ce soit le cas. Donc, moi, je suis un peu pessimiste. La guerre peut reprendre à n'importe quel moment. Aïssa, à propos du... Excuse-moi. Ouais, pardon. Oui, justement, ce que je te demandais à propos du discours de Naïm Kassem et plus généralement à propos de la situation au Liban. Est-ce que tu voulais t'exprimer? Alors, par rapport à la situation au Liban, il est clair quand même que la poussée de l'ensemble de la population à arriver tout de suite dans les villages frontaliers, malgré la présence israélienne, ça a été quelque chose d'absolument fabuleux au niveau de la résistance et au niveau du fait que la résistance libanaise, le peuple a montré son unité avec la résistance et son soutien, malgré la présence israélienne qui leur a tiré dessus. D'ailleurs, il y a eu plus de 23 morts, plus de 23 personnes qui ont été tuées et puis beaucoup de blessés, une centaine de blessés. Les gens continuent à vouloir aller dans leur village, même détruit, en disant de toute façon, en montrant leur détermination à rester sur leur terre et à jamais accepter la présence israélienne sur leur terre. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. D'un autre côté, ils montrent que de toute façon, ils ont été vainqueurs, ils sont vainqueurs et victorieux,
Donc, et aussi, et c'est important de continuer aussi la libération de tout leur territoire, hein, et que s'il le faut, ils recommenceront comme à l'an 2000 et comme en 2006 à continuer aussi une offensive pour la libération de leur territoire. À propos du discours de Naïm Qassem, il est important aussi de dire que, en fait, nous avons accepté le cessez-le-feu parce qu'il était demandé par les Israéliens, c'est eux qui n'en pouvaient plus. Et en fait, ça veut dire aussi que nous avons vaincu, et c'est en tant que vainqueurs que nous avons accepté. D'une part, le fait d'avoir fait confiance à l'État libanais de mener l'ensemble des négociations, c'est aussi lui laisser la responsabilité de la défense de l'ensemble du Liban et de la population du Liban. Mais en même temps, nous sommes là, si on nous demande, et si on a besoin, si on est obligé de le faire, on est toujours là pour défendre notre pays. Ça d'une part. D'autre part, par rapport à la chute du pouvoir Assad en Syrie, il a dit, bon, donc maintenant, il faut voir par rapport aux Syriens. Mais d'un autre côté, moi, je fais l'analyse de la situation. Israël a avancé au sud pour essayer de pouvoir attaquer la résistance libanaise par un autre angle, par l'Est aussi. Et donc, maintenant, on voit que dans ces régions qui ont été récemment occupées par Israël et récemment dans laquelle l'armée israélienne s'est étalée et elle est en train de renforcer ses positions, ces lieux représentent non seulement les monts les plus élevés et qui permettent une visibilité sur l'ensemble de la région. Donc, sur le plan stratégie militaire, ils sont importants stratégiquement et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de renforcer leur position. Mais qu'en même temps, et en plus d'ailleurs, ce sont les vrais châteaux d'eau de l'ensemble de la région sud de la région, en fait, libanaise et syrienne, au niveau. Donc, c'est aussi un grand dommage au niveau des agricultures et une grande force de pression. Donc, les Israéliens voudraient les garder, mais en réalité, dès aujourd'hui, la résistance dans le sud de la Syrie s'organise et s'organise aussi un peu partout en Syrie. Je voudrais rappeler que déjà en 1920, dès le début du mandat français sur la Syrie, il voulait déjà découper la Syrie en États alaouites, États druzes et États pas kurdes, en fait aussi un ensemble de l'État d'Alep, l'État de Damas, etc. Et que très vite, il y a eu des révolutions de tous ces coins et la première chose qu'ils ont faite à la déclaration de l'indépendance, c'est unifier l'ensemble de ces États dans un même État. Donc, le peuple syrien est réfractaire à la division ethnique et confessionnaliste qu'on voudrait créer. Et heureusement, il est aussi, et c'est pas pour rien que la Syrie a été appelée aussi le corps battant de l'unité arabe et de la nation arabe. Le peuple syrien est très aussi fier de son arabité et porte le combat du nationalisme arabe. Et c'était le premier qui l'a porté historiquement et qui continue à le porter. C'est la raison pour laquelle on a voulu se débarrasser de la Syrie. Et donc, même toutes ces manigances et ces destructions momentanées, je dirais, provisoires de l'État syrien, elles ne dureront pas. Elles ont eu lieu, elles ne dureront pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une organisation terroriste à la tête de cet État et qui pourrait gêner tout le monde, en fait, aux alentours. Donc, aussi bien l'Irak que la Turquie elle-même, qui les a soutenus d'ailleurs,
et qui est en train de s'opposer aussi à la création éventuelle d'un État kurde dans le nord ou d'une division kurde dans le nord-est de la Syrie. Donc, même les Américains et leurs forces n'arriveront pas à réaliser ce projet de division et puis de domination de la Syrie. Merci beaucoup. Il nous reste moins de 10 minutes à passer ensemble. Je vous propose d'aborder encore 2 points rapidement. L'Algérie, avec cette interview là, qui est parue récemment, je crois, dans l'Opinion, que Majed nous a signalé en préparant cet entretien. Et donc effectivement, il y a une campagne de dénigrement de l'Algérie en France qui est menée par notre gouvernement. Comment il faut le comprendre comment est-ce que vous analysez ça tous les deux? C'est-à-dire, il y a en France actuellement, comme vous pouvez le savoir, vous le savez très bien, une crise de régime. On n'est pas sûr que le gouvernement Bayrou va échapper à la censure. Même s'il traverse cette épreuve, finalement, on est dans le provisoire. Et dans ce provisoire, tous les excès sont permis, tous les coups sont permis. Donc, pour remonter dans les sondages, plus on attaque, plus on est raciste, plus on est contre l'islam, plus on est contre l'Algérie, plus on monte, on a une chance, croit-il, de gagner les prochaines échéances. Donc, il y a ça. On oublie quand même que la paix sociale, la paix civile en France est menacée avec de tels discours. Il y a quand même 10 millions de Français d'origine étrangère, surtout musulmane. Il y a les Algériens qui ont la nationalité française et qui ont leur carte d'électeurs sont au moins 1 million. Ça, c'est les chiffres officiels. Donc, personne n'a à gagner de cette épreuve de force. Surtout que maintenant, l'Algérie, si vous voulez, a d'autres partenaires que la France. Le premier partenaire, et c'est ce que le président Tebboune l'a signalé dans son interview, le premier partenaire commercial de l'Algérie, c'est la Chine. Et de loin. Avant, c'était la France, vous voyez. Et même pour soi-disant le scandale des non-payés aux hôpitaux français, c'était bidon. C'est-à-dire l'Algérie, il y a un accord avec l'Algérie sur la prise en charge de ressortissants algériens de passage à Paris par la sécurité sociale algérienne qui a toujours financé ces factures, mais parfois il y a des tricheries, il y a des gens qui se présentent comme algériens et qui n'en sont pas. L'Algérie demande à vérifier ses comptes et finalement le litige porte sur 2,5 millions d'euros. Il n'y a pas de quoi faire un scandale. Mais le vrai problème, c'est que la France finance et soutient des opposants algériens depuis l'Hexagone. Et la France aussi membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et contrairement à ses obligations, a reconnu l'occupation marocaine du Sahara occidental. Et là, c'est ce qu'il y a quand même. C'est une mesure qui déstabilise tout le Maghreb et risque de jeter les deux pays, le Maroc et l'Algérie, dans une guerre fratricide. Donc, l'interview du président Tebboune a mis les points sur les i. Il a montré que ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à favoriser les extrêmes et surtout le Front National. Et il s'est demandé que va faire Marine Le Pen si par hasard elle devient présidente de la France. Parce que là, avec la surenchère
qu'on écoute, qu'on voit, qu'on constate tous les jours, quand même, il y a un risque énorme de déstabilisation de la paix civile en France. Donc, lui, il est prêt à mettre de l'eau dans son vin, si l'on peut dire. C'est-à-dire il faut discuter des problèmes. Il faut aussi que la question mémorielle soit réglée, soit écoutée, surtout qu'il y a eu 1,5 million au moins de morts par les colonisateurs français. Il y a eu des séquelles des essais nucléaires français dans le Sahara. Jusqu'à maintenant, il y a des victimes algériens qui sont irradiés par les séquelles de ces essais. Il y a aussi les mines qui ont été implantées partout et qui continuent à faire des morts dans le Sahara. Donc, ce que l'Algérie demande, c'est d'abord de respecter le droit international concernant le Sahara, et aussi de payer la facture de la décolonisation en ce qui concerne les mines et en ce qui concerne les radiations, et aussi et surtout de reconnaître les crimes contre l'humanité et les crimes coloniaux français dans ce pays. Merci beaucoup. Aïssa? Sur la question, je voudrais ajouter quelque chose si possible, parce qu'en fait, aussi, la France est en situation économique difficile, et en fait, certains pensent que le fait que des nostalgiques du colonialisme qui pensent aussi qu'en mettant l'accent sur ou en faisant pression contre le gouvernement algérien, il pourrait avoir le gaz ou le pétrole à nouveau pour pas cher, etc. Alors que là, ils se trompent complètement, justement, comme on sait que le premier partenaire de l'Algérie, c'est la Chine, donc ils ne pourront pas et ils ne céderont pas à ce chantage colonial ridicule. Aujourd'hui, c'est la France qui a besoin de l'Algérie et pas l'inverse. C'est important que les autres pays européens en profitent, y compris l'Italie et l'Espagne et l'Allemagne. Donc, il vaut mieux que les politiciens français qui souffrent sur la braise se calment un peu pour l'intérêt de la France et de l'amitié entre les deux pays. Tout à fait. Et alors, est-ce que l'Algérie ne paye pas aussi un petit peu son soutien à la cause palestinienne et à la cause même, on pourrait dire, syrienne aussi, puisque l'Algérie avait soutenu le retour de la Syrie de Bachar al-Assad au sein de la Ligue arabe. Et est-ce qu'il n'y a pas des tentatives de déstabilisation de l'Algérie qui pourraient venir à la fois de la France, mais même, pourquoi pas, des États-Unis? Bien sûr, il y a eu des tentatives, mais le Front uni algérien fait barrage face à ces tentatives de déstabilisation. Il y a une armée nationale patriote, et le peuple algérien il est très nationaliste, très patriote, et puis l'économie algérienne va de mieux en mieux. Elle a aussi des alliés importants comme la Chine, comme la Russie, et puis elle n'est pas en guerre, par exemple, avec les États-Unis. Elle est amie avec tout le monde. Absolument. Ça, que si vous voulez, la brouille maintenant avec la France, c'est quand même c'est un jeu de l'extrême droite française. C'est le poujadisme à l'état pur. Et on voit que quand même, finalement, la France a intérêt à renouer avec l'Algérie et à mettre de l'ordre et ne pas impliquer l'autre pays dans des crises foncièrement françaises. C'est-à-dire la surenchère, ça fait partie de la crise créée par Macron avec la dissolution de l'Assemblée nationale.
l'Algérie n'est pas là pour payer les pots cassés. Vous voyez, c'est-à-dire de l'intérêt à séparer la politique, la diplomatie, qui est au plus bas actuellement, avec la politique intérieure française. Voilà. Et, ajouter au fait, vas-y. Excuse-moi, ajouter au fait que en fait les 6 mois dans lesquels l'Algérie a présidé le Conseil de sécurité ont été d'une très grande avancée par rapport à pas mal de questions en fait concernant les pays qu'on appelait les pays du tiers-monde et qui sont aujourd'hui les pays émergents. L'Algérie plaide aussi pour qu'il y ait un changement au niveau même de la structure même de l'ONU, du Conseil de sécurité, pour que l'Afrique soit plus représentée, pour que les pays arabes, les autres pays aient plus de voix, pour qu'on change cette histoire de veto qui est consacrée aux pays occidentaux, qu'ils soient popularisés et beaucoup plus au niveau de l'Afrique, au niveau des pays arabes et au niveau des autres pays. Donc, en fait, ce sont des positions qui ont avancé pendant ces 6 mois et qu'aujourd'hui, en fait, au mois de février, comme c'est la Chine qui reprend la suite à l'Algérie et qui reprend les mêmes dossiers aussi au sein du Conseil de sécurité. Bon, l'idée, c'est aussi faire avancer la question de la Palestine, la question de la reconnaissance de l'État palestinien et de tous ces dossiers dans le sens des droits des peuples. Et c'est aussi contraire à ce que voudraient les pays coloniaux comme la France et comme les autres pays coloniaux européens et occidentaux et les États-Unis. Parce que ça coupe court à leur... L'interview peut se résumer en ce qui concerne la politique étrangère algérienne, c'est l'attachement au droit international, partout. Absolument. Voilà. On peut Absolument. rappeler que la Mecque Alger a été surnommée la Mecque des révolutionnaires à une époque, puisqu'elle accueillait des résistants de tous les continents, du continent sud-américain, du continent africain. Il y a un séjour dans les camps du FLN algérien. Il y a même des révolutions américaines qui étaient en Algérie. Il y avait des révolutionnaires portugais, espagnols, qui étaient hébergés contre Franco et contre Salazar. Donc, Malcolm X aussi, si je ne me trompe pas, ou un proche de Malcolm X, je crois. Des Black Panthers ont été aussi à Alger, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ce que les révolutions américaines, c'est ce que je dis, les panthères noirs. Oui, c'est ça, panthères noirs. Et puis pour la Palestine, ça a toujours été la même position pour le droit du peuple palestinien à un État indépendant. Pour le soutien à l'Algérie en 1988 que l'État palestinien est né. Il y a eu une centaine de pays qui l'avaient reconnu. Et maintenant, ce que vient de dire le président Tebboune, c'est nous, on n'a pas un problème avec Israël du moment qu'il y a un État palestinien qui se retire des territoires occupés. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est israélien et ceux qui soutiennent l'agression israélienne. Eh bien, Majed Némé, merci beaucoup pour toutes tes analyses, toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance aujourd'hui, aux côtés d'Aïssar. C'était très, très important pour Aïssar et pour moi de t'avoir à nos côtés aujourd'hui pour marquer le coup. Voilà, c'est vrai qu'on se croise régulièrement, notamment aux conférences organisées par Ali Rasbin avec l'Académie de géopolitique de Paris. Ouais, c'est toujours un plaisir de t'y voir. Et bien sûr, de lire tes articles afriqueasie.fr pour ceux qui veulent regarder sur Internet. Je vous le conseille chaudement. Aïssar, merci également. Merci beaucoup. Je vous laisse à tous les deux un petit mot pour la fin. Je vous laisse un petit mot de la fin. Oui. Écoutez, merci pour cette fantastique émission où on a pu s'exprimer librement et comme ça me pointer le doigt sur les vrais problèmes, c'est les vrais maux des relations internationales dont souffre actuellement malheureusement la première victime actuellement,
c'est le peuple palestinien et puis le peuple syrien qui a été livré main et poings liés au terrorisme financé et couvé par l'Occident. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Tulsi Gabbard qui vient dans une audition devant le Sénat pour confirmer sa nomination comme nouvelle directrice de l'enseignement national. Elle a dit que nous avons aidé Al-Qaïda, collaboré avec Al-Qaïda pour changer certains régimes dans le monde, des régimes qui ne nous plaisent pas, dont la Syrie. Et effectivement, c'était un énorme aveu. Merci beaucoup Aïssar, et à très bientôt. Je voudrais vous remercier tous les deux de tout cœur, et puis je voudrais quand même affirmer que de toute façon, il n'y a absolument aucun joug colonial ou terroriste qui durera, que la volonté des peuples, elle prime, et puis elle se réveille tôt ou tard, et puis elle va renverser tout ça. De toute façon, la Palestine et le Liban en sont le plus grand témoin, d'une part, et puis d'autre part, maintenant, la Syrie, je pense qu'elle se libérera rapidement, parce que ça commence déjà. Voilà, et j'ai beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.